capital humain est un vecteur de croissance pour toute entreprise. Il constitue à la fois un outil essentiel pour assurer une croissance économique soutenue et lutter contre la pauvreté. Nous avons à cet effet fait venir un jeune entrepreneur passionné qui a fait du capital humain un réel centre d'intérêt. Vous êtes sur Believe in Africa. Saviez-vous que vous pouvez payer votre billet d'avion Camerco avec MTN Momo? C'est très simple. Contactez le call center Camerco au 233 50 55 00. Communiquez votre nom, la date et l'heure de votre vol, votre adresse email et votre numéro de téléphone. Notez le code de référence qui vous sera communiqué. Effectuez votre paiement par MTN Momo en indiquant la référence obtenue dans le message. Et recevez par mail votre numéro de billet d'avion en confirmation de votre paiement. Bravo et bon voyage. Un baccalauréat A4 au collège Alfred Sacker en 1992. Une formation à l'université de Douala en faculté de droit. Il quitte en 1998 l'université de Douala avec une maîtrise en droit des affaires. Vos compétences sont reconnues à l'international. Vous devenez le premier professionnel en Afrique centrale, expert en gestion du capital humain, de la prestigieuse Chartered Institute of Personal Development basée en Angleterre. Il s'appelle Benjamin Noal, notre invité. Merci pour votre présence sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. D'accord. C'est dans la capitale économique que vous effectuez l'ensemble de votre éducation. Vous avez plusieurs années d'expérience dans les grandes entreprises comme Bolloré, Diageo, UBA, Millennium International, Pecten, Shell, Adas Petroleum. Ça fait beaucoup. En effet, on me le dit souvent. Quelle fut la plus belle de vos expériences professionnelles? Alors ça, je vais dire que c'est une colle parce que par principe, je me suis épanoui. Un des leitmotifs dans ma vie professionnelle, ça a été de jouir pleinement de chaque instant. Et je pense que toutes les entreprises m'ont apporté ce que je suis aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il est impératif de cumuler d'abord des expériences en entreprise avant de se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est impératif de procéder ainsi? Ozane, pas du tout. Pas du tout. On le pense, mais aujourd'hui, avec du recul, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé mon entreprise, je pense qu'on est entrepreneur très tôt. Très tôt. Et nous avons l'avantage et le privilège d'avoir un pays où tout est à faire. Donc, la jeunesse doit se lever très tôt. L'expérience cumulée, elle sera toujours quelque chose qu'on va construire. Qu'on soit entrepreneur, qu'on travaille pour quelqu'un, on devra construire. Donc, plus tôt on le fait, mieux c'est. Et j'aime, pour exemple, la culture bamileke, où très tôt on apprend à l'enfant à être au contact de l'argent. Oui. Dans nos cultures, dans le Sud, on ne nous apprend pas ça, on nous apprend à aller au champ, etc. C'est bien. Après, on perd au change lorsqu'on va négocier, on va discuter. Donc, plus tôt on est dans quelque chose qu'on sait bien faire, qu'on aime faire, plus tôt on va gagner sa vie à travers cette chose-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas, c'était une culture qu'on développait, mais aujourd'hui, non. Le monde nous montre autre chose. Vous êtes entrepreneur. Oui. Vous êtes le fondateur et le CEO de Blissart. En 5 années d'expérience, vous vous imposez déjà comme un acteur de choix dans votre domaine au Cameroun? Je l'espère. Parlez-nous de Blissart. Alors, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je parle de cette entreprise. But life is so simple. En fait, Bliss, c'est But life is so simple. But life is so simple. Pas easy. Life is not easy. La vie n'est pas facile. La vie peut être simplifiée. Et dans notre challenge, dans notre motivation quotidienne, l'idée c'était de dire, OK, quels sont les différents processus par lesquels nous passons dans notre quotidien, dans notre vie, et comment est-ce qu'on peut les simplifier dans la plus petite expression. Donc, un jour, en tant que DRH, j'avais généralement pour mission, dans la partie moyens généraux, de recevoir des étrangers, de leur trouver un hôtel, une maison, mettre leurs enfants à l'école. Et je me posais la question de, est-ce qu'il n'y a pas une entreprise qui peut me prendre tout ça? On parle de décentralisation aujourd'hui. Et il n'y avait jamais une entreprise qui pouvait faire tous ces services en même temps.
Et c'est donc comme ça que l'idée commence à germer dans mon esprit. Je me dis, mais pourquoi pas? La deuxième chose qui fonde notre deuxième cœur de métier, c'est le développement du capital humain. Chaque fois que j'ai regardé notre pays, ou même la sous-région Afrique centrale, ou même l'espace OADA, je me suis rendu compte d'une chose. Comment est-ce qu'on peut être si riche sur le plan de la terre, sur le plan des hommes, sur le plan financier, mais qu'on n'arrive pas à gérer? Parce qu'il y a de l'argent, on dit qu'il n'y a pas d'argent au Cameroun et tout. Moi, je suis contre cette idée, il y a de l'argent. Je le dis, je sais que ça peut fustiger certaines personnes, bien on me fustigerait du regard, mais comment donc avoir toutes ces richesses-là et être appelé pays pauvre? D'abord, je refuse cette appellation. Économiquement, c'est peut-être vrai par rapport à ce qu'on fait, mais c'est pas vrai, on est riche. On est riche. Donc, il n'y a pas une crise économique au Cameroun, il y a une crise de leadership. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, comment mettre ce leadership-là en pole position dans tous nos cursus, dans le système éducatif, dans le système de formation professionnelle. Et d'où la naissance de Bliss Business Academy, qui a pour vocation de développer un capital humain fort pour l'Afrique gagnante. D'accord. C'est quoi votre vision? C'est ça, c'est d'être le leader en tout ce qui concerne l'intermédiation commerciale et en tout ce qui concerne le développement d'un capital humain fort pour une Afrique gagnante. Donc aujourd'hui, on voit des développements des plateformes particulières. Le taux de bancarisation est très faible en Afrique, mais aujourd'hui, grâce aux sociétés mobiles, des téléphonies mobiles qui entrent dans la finance, tout le monde peut avoir un compte. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à des solutions qui ne sont pas des solutions importées. La banque par le téléphone, c'est un produit africain. Ouais. Pour les Africains, par les Africains. Maintenant, est-ce qu'on sait développer ce type de solution? C'est ça le challenge de Bliss. Nous nous mettons au service de la société pour pouvoir développer des solutions made in Cameroun, made in Africa, pour l'Afrique. Chaque fois que votre histoire est racontée par quelqu'un d'autre, il y a des risques qu'elle soit mal racontée. Quand elle est racontée par vous, faite par vous, elle est bien racontée. Donc, le challenge de Bliss, c'est de faire de cette histoire de l'Afrique, du Cameroun, une histoire particulière. Et quand je regarde la grâce que nous avons d'avoir un pays qui ressemble à l'Afrique, dans toutes ses composantes, le Nord, on a l'impression d'être dans une partie de l'Afrique, le Sud, on a l'impression d'être dans une autre partie, le littoral, l'Est, etc. Ouais. Tellement de diversité, autant sur les hommes que sur la culture et sur la géographie. Donc, voilà, l'idée de Bliss, c'est ça, c'est d'être ce leader-là, et nous voulons développer tout l'écosystème des hommes, les processus, et puis l'argent suivra. Mais qui sont vos clients? Alors, dans cette diversité-là, tout le monde est client de Bliss. Ozanne peut être cliente, parce que le développement personnel commence de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça la force de notre programme. On a un programme sur le plan du leadership qui dit, pour être grand et apporter sa contribution, il faut savoir qui on est. Vous ne pouvez pas diriger les gens si vous n'êtes pas capable de vous diriger vous-même. Pour vous diriger vous-même, vous devez vous connaître. Et donc, notre programme leadership commence par là, se développer et développer les autres. Donc, on part de l'individu vers la société. Maintenant, nous avons un programme pour les individus et nous avons un programme pour les sociétés. Nos cibles principales, c'est pas les multinationales, même comme c'est elles qui nous permettent de vivre. On a des contrats avec les multinationales qui nous permettent de vivre. Mais notre cible, c'est les PME, les PMI camerounaises, parce qu'il faut qu'elles arrivent à tenir. Quand on voit Diageo, pour qui j'ai travaillé, on parle de 300 ans de Guinness. Ouais. Pour moi, sans publicité, pour moi, ça me fait quelque chose. Quand on parle de SABC qui fête ses 70 ans, je me dis, waouh, mais est-ce qu'il y a des entreprises camerounaises développées, créées par des Camerounais qui tiennent aussi longtemps, qui racontent une histoire? Et pourtant, nous avons des richesses locales. Donc l'idée, c'est ça, c'est si on n'arrive pas à reproduire ces éléments-là, copions un peu l'Asie, voyons ce qu'ils ont fait en Asie. Ils sont rentrés dans leur développement en tenant compte de leur développement personnel pour pouvoir être à la tête des entreprises et faire des choses bien. Donc voilà le challenge. C'est un gros challenge, mais on arrive à le faire. Les clients, les portes sont ouvertes. On va dans les écoles primaires, on va dans les universités, on va chez les professionnels et on va vers les entreprises. La crise de leadership va être gommée parce qu'on commence du bas vers le haut. D'accord. Je suis quand même curieuse de savoir quelles sont les difficultés ou les challenges rencontrés dans un domaine comme le vôtre. Alors la première difficulté, je pense que tous les chefs d'entreprise seront d'accord avec moi,
c'est qu'on n'a pas quand même le socle d'accompagnement nécessaire pour se lancer et pour survivre. L'État ne fait pas encore tout ce qu'il faut. Il y a des choses qui sont bien faites, qui ont commencé à être faites, mais quand on regarde ce qui se passe ailleurs, moi j'ai été au Ghana, j'ai travaillé au Ghana, j'ai été au Nigeria, je suis allé, je ne parle pas de l'Occident parce que là-bas c'est vraiment, tout est fait pour le développement. Donc on a ces impôts, cette masse d'impôts qui vous tombe dessus, que vous devez gérer. La qualification, après tout ce qui est issu, la préparation de l'État, on a la qualification. Et là j'en interpelle encore à la volonté de l'État et au travail que l'État doit faire. Le système éducatif camerounais aujourd'hui est en totale inadéquation, souvent, avec ce que les entrepreneurs attendent. Donc ça aussi, pour moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai des difficultés. Il faut donc que nous formions nos personnels nous-mêmes. Et Abli, c'est ce qu'on fait. On a déjà plus de 400 stagiaires formés par nous qui peuvent maintenant être pris pour être dans le tissu de production pour satisfaire nos clients. Donc ça, c'est les difficultés dont on aurait pu se passer et qui nous auraient permis, si on les avait gommées, d'aller beaucoup plus loin. Mais elles ne sont pas mauvaises parce que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc tout cela nous a permis de voir, de bien comprendre le métier. Et aujourd'hui, nous pouvons accompagner certains jeunes qui veulent se lancer dans le développement personnel, dans l'entrepreneuriat, parce qu'on a appris de cela pendant ces cinq dernières années. D'accord. On va passer à une autre étape, c'est le coaching. La motivation du personnel n'est pas forcément financière. S'il fallait avoir votre approche par rapport à cela, comment remotiver son équipe? C'est vrai qu'on dit souvent dans notre jargon RH que si vous motivez votre personnel seulement par l'argent, alors vous ne les motivez pas parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui paiera plus cher que vous. D'expérience, la première chose dans la motivation, c'est de bien partager la vision avec le personnel. Généralement, l'être humain a peur de l'inconnu. Ça peut se manifester par le fait qu'on fuit, ça peut également se manifester par le fait qu'on ne s'implique pas, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc chaque fois qu'il y a de l'inconnu, le personnel est démotivé. Ça ne va pas se ressentir tout de suite, mais sur la durée. Donc, vision partagée. Une fois que la vision est partagée et que les missions sont établies, il est important et impératif d'avoir un code de valeur qui est démontré. Alors, quand on met un code de valeur dans mon entreprise, je mets un point d'honneur à partir le dernier, je mets un point d'honneur à arriver à l'heure. Il arrive que je n'arrive pas à l'heure, mais mon personnel va toujours être au courant du pourquoi je ne suis pas arrivé à l'heure, parce que j'ai un rendez-vous à l'extérieur, etc. Ou alors je suis hors du Cameroun. Donc, je mets ce point d'honneur-là parce que c'est du lead by example. Donc, motiver les gens, c'est quand ils vous voient faire, ils vous voient vous appliquer les mêmes règles, ça les motive. Ils se disent, bon, ok, si le boss fait ça, je vais vous faire une confidence, nous faisons le sport ensemble tous les vendredis. Hier, on a fait du sport ensemble, 1 heure de sport. C'est quelque chose de particulier, ça resserre les liens. Nous fêtons les anniversaires, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font, mais au-delà de l'anniversaire que nous fêtons, il y a toute une mise en scène pour partager ces moments-là. Il n'y a aucun de mes employés ou de mes stagiaires qui va être malade et on est au courant et on ne fait rien. Qui va perdre un être cher et on ne fait rien. On va aller avec nos petits moyens, on va déléguer quelqu'un pour aller aux festivités, on va faire une enveloppe pour soutenir, parce que on ne parle pas seulement, il faut soutenir, manifester notre soutien par quelque chose de symbolique. Une contribution, exactement, une contribution financière. Donc tout ça contribue à motiver les gens. On a le jeudi qu'on appelle English Day dans l'entreprise, on parle anglais. On a un cours d'anglais, parce qu'on dit souvent aux gens, écoutez, le Cameroun est bilingue, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut mettre un cours d'anglais, et le cours d'anglais est fait par nous-mêmes. On n'appelle pas des gens de l'extérieur. C'est quelqu'un qui prépare le cours et qui va le partager. Et il y a ceux qui sont plus expérimentés qui vont permettre aux gens d'aller un peu plus loin dans leur connaissance de l'anglais et dans la pratique de l'anglais. Et puis, ce qu'on aime, après cette émission, en principe, je devrais me retrouver parfois avec mes collaborateurs pour leur dire ce que je fais, parce qu'ils savent que je suis venu pour l'émission, ils savent ce que je fais. Le dernier point auquel j'attache beaucoup d'honneur, c'est l'homénage.
nous aurions pu avoir une ménagère qui vient pour pouvoir nettoyer, etc. Mais aux Andes, nous le faisons nous-mêmes. C'est-à-dire que chacun nettoie là où il est. Et ça motive parce que je me dis toujours, les gens doivent venir et ne pas se dire, je m'assois et puis il y a quelqu'un qui va venir nettoyer parce que, etc. Donc nous faisons le ménage ensemble et je participe au ménage. Donc tous ces éléments-là contribuent à motiver. Alors ce que je voulais dire par là, pour résumer, c'est que pour motiver ou remotiver les troupes, il faut leur montrer le chemin à suivre et il faut y aller avec eux. Il ne faut pas juste leur dire, voilà le chemin, allez-y, moi je suis le boss, je reste derrière. On va avec eux. Et l'autre chose que j'ai apprise et que nous avons fait chemin faisant, c'est que nous partageons les efforts, nous partageons les défaites, nous partageons les victoires. On ne récompense pas l'effort, on récompense la victoire, le succès. Mais on participe à l'effort, on contribue à faire avancer. Donc, si quelqu'un a une difficulté, il partage et on peut l'aider. Ce n'est pas parce que ce n'est pas à moi qu'on a demandé de faire ce travail que je ne vais pas aider mon collègue. Donc voilà comme ça ramasser quelques ingrédients pour pouvoir remotiver ces troupes. D'accord. On va défiler à présent les photos des personnes que vous connaissez certainement. Okay. On attend de vous un petit commentaire. D'accord. Le président Paul Kagame. Alors je pense que c'est un homme qui nous apprend beaucoup, qui a un challenge, qui démontre que une Afrique vue différemment peut exister. On a vu un peu avec l'ouverture d'un atelier Volkswagen qui produit des voitures, brand new pour l'Afrique. C'est plaisant. Alors pour moi, je ne vais pas dire que c'est un modèle, mais c'est quelqu'un qui m'inspire énormément dans ce qu'il fait et qui nous montre que ce que nous faisons vaut la peine. C'est un leader. Il démontre cela. Il tient son pays de main de fer. Au point où nous en sommes, par exemple, au Cameroun, je dis, on l'a vu un peu avec Yaoundé, la ville de Yaoundé, où il y a un homme qui s'est levé, qui a dit, nous allons bâtir une ville forte, mais ça passe par de la force manifestée. Pas seulement une force déclarée, mais manifestée. Et les gens ont commencé à bien se garer, les gens ont commencé à ne pas jeter les ordures au sol, etc. Donc, quand on va au Rwanda, on est impressionné par tout cela. La prochaine personne, Monsieur Roland Kwame. Alors, c'est un grand frère qui est dans le même métier que celui dans lequel je me retrouve, une bonne partie en tout cas, qui inspire aussi une bonne frange de la jeunesse dans ce qu'il fait, dans le fait qu'il contribue à montrer qu'il y a autre chose, une autre façon de voir la vie et de croire au Cameroun. C'est quelqu'un qui aurait pu s'expatrier, mais qui est resté au Cameroun, qui croit au Cameroun. Donc, nous partageons la même vision en termes de développement de l'Afrique. Il aime bien dire ça, on a un continent à bâtir. Je crois fermement à cela aussi. Stephen Covey. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Stephen Covey, c'est quelqu'un qui a... Stephen Covey. Oui, c'est quelqu'un qui a réellement transformé ma vie. Alors, on le connaît, beaucoup de gens le connaissent, peut-être pas bien, mais les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent, ont été écrits par lui. C'est un livre qui a révolutionné le monde. Il a été vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. C'est un peu pour dire la grandeur de ce livre. Et ce qui me marque dans cet homme, qui m'a beaucoup inspiré, c'est que, c'est un chrétien. Moi, je suis fondamentalement, je crois que si on fait les choses en ayant Jésus-Christ comme son étendard, pour moi, c'est le meilleur leader d'ailleurs. Quand vous lisez la Bible, vous arrivez à voir toutes les techniques de leadership qui sont développées aujourd'hui. Donc, Stephen Covey a pu démontrer par son livre tout cela. Et il arrive à démontrer par 7 habitudes simples comment partir de l'intérieur vers l'extérieur pour transformer sa société. C'est un livre que je recommande à tout le monde. Et maintenant, il y a plusieurs livres qu'il a écrits et il a créé une institution qui fait long feu aujourd'hui parce que il démontre que non seulement il fait des choses qui transforment son organisation, mais il arrive à vivre de cela. Et nous avons besoin de ce genre de choses au Cameroun, de ce genre de choses en Afrique. Et c'est pour ça que vous allez voir une entreprise, quand elle vit et commence à gagner de l'argent, elle crée des fondations. Le but de la fondation, c'est pouvoir faire bénéficier à la société de ce qu'on sait faire. Et par Bliss, c'est ma modeste contribution aussi, dans tout ce qui va permettre à l'Afrique et au Cameroun en particulier d'être développé. Nous sommes une des prochaines puissances africaines et j'y crois tellement et je dois contribuer à cela.
D'accord. Vous êtes enseignant à l'Université catholique Saint-Jérôme. Oui. Pourquoi continuer à enseigner? Il y a un ami une fois qui m'a dit que quand j'étais DRH, j'étais DRH de UBA, il m'a dit, ah, c'est bien, tu es DRH, tu n'as que 30 ans, c'est impressionnant, mais je me demande ce que tu fais là-bas parce que tu sais tellement transmettre, tu transmets tellement bien que tu ne dois pas rester, tu ne dois pas priver les gens de cela. Je ne comprenais pas, j'étais obnubilé par le fait que voilà, il faut que je réussisse ma carrière professionnelle, etc. Donc aujourd'hui, j'enseigne depuis plus de 12 ans maintenant. Je pense que c'est la meilleure des choses. En tant que parent, le savoir. oui, transmettre le savoir, c'est la meilleure des choses. Et c'est de ça dont nous avons besoin. Si le Cameroun arrive à gérer l'économie comme le Bamileke, à gérer le bétail comme le gars du Nord, à gérer la culture, l'agriculture comme le gars du Sud, du Centre, à savoir s'exprimer avec style et élégance comme le gars du littoral. Mais je dis, on a quelque chose de magnifique. Alors il faudrait que tous ceux qui savent faire ces petites bonnes choses-là les transmettent aux autres, ouais, de manière avec amour. Et j'aime souvent, vous savez, je parlais de Stephen Covey, il a parlé de 4 intelligences et c'est très important. Nous sommes là devant cette émission, les gens nous regardent et ils sont contents de nous regarder parce que je pense que nous sommes bien habillés, l'image est soignée, etc. C'est tout ce qui est physique, intelligence physique. Après, il a démontré qu'il y a l'intelligence émotionnelle, la manière de parler, la manière de transmettre. Et ensuite, il y a l'intelligence intellectuelle. Les mots que nous disons, nous parlons en français, soutenu, bien, ils ont besoin d'entendre cela, mais qui est aussi simple pour que tout le monde puisse nous comprendre. Et enfin, l'intelligence spirituelle, montrer que on travaille à ce que la société se rappelle de nous quand on ne sera plus là. Donc tout cela est très important pour pouvoir avancer. Donc je crois que c'est un transmettre pour moi, je ne sais pas faire autrement. Il est important de le faire. Et je pense que le métier que vous faites aussi est excellent parce que par vos émissions, vous transmettez quelque chose. Merci. C'est pour cela que merci. Vous êtes conférencier. Oui. De plus en plus, on a des Camerounais qui s'y intéressent. Est-ce que, à votre avis, il faudrait une formation particulière? Oui. Oui, il faut une formation. S'exprimer en public, ça mérite du respect de l'auditoire. Et ce n'est pas juste, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le verbal, vous maîtrisez bien la structure du langage, vous avez fait de bonnes études, etc. On l'a vu avec la campagne présidentielle. S'exprimer, ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile du tout. Okay? Ensuite, vous avez le paraverbal. Ce que vous dites, comment est-ce que vous le dites? Est-ce que vous le dites avec la gestuelle qu'il faut, avec les émotions transmises qu'il faut? Ça, c'est un autre. Il faut apprendre à le faire. Et enfin, le non-verbal. Restez là, si je fais ça, quelqu'un va me dire, pourquoi tu es triste? Je n'ai rien dit. D'accord? Ouais. Il faut aussi savoir envoyer les bons codes. Donc, un conférencier doit maîtriser cela. Il doit avoir un sujet de prédilection et il doit maîtriser l'art de transmettre, l'art oratoire. Je crois qu'au Cameroun, il faut que le ministère de la formation professionnelle et les ministères compétents prennent le taureau par les cornes et arrivent à sévir. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup de gens qui s'y mêlent parce qu'ils ont un peu d'argent, parce qu'ils ont vu que ça marche, parce qu'ils pensent que... Et voilà, on y va. Et le pauvre Camerounais est un cobaye à ce moment-là. Donc oui, il faut se former. D'accord. La gestion des ressources humaines repose sur la conjugaison de l'intérêt de l'employé et de l'entreprise. Je dirais de l'entreprise et de l'employé. De l'entreprise et de l'employé. Oui. Comment trouver le juste milieu? C'est un peu difficile, surtout en ce qui concerne les PME. D'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est pourquoi on cherche à trouver le juste milieu? Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. L'employé ne sera jamais à la place de l'employeur, l'employeur ne sera jamais à la place de l'employé. C'est deux entités qui s'opposent généralement. D'accord? Donc pour nous, en tant que RH, ma vision a toujours été, des ressources humaines a toujours été, en tant que fonction stratégique, de pouvoir démontrer à l'employeur que l'employé est un capital, pas une ressource. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est une ressource. Et après, on commence à tordre le cou et tout. Et à force de penser que c'est une ressource qui va tarir ou qui peut augmenter, on permet à l'employé de croire qu'il est une ressource. Il commence à se comporter comme une ressource. Alors, développer ce qu'on appelle la marque employeur, c'est-à-dire créer chez l'employé et chez le public la sensation et l'impression que notre entreprise est l'endroit idéal
pour être où il faut être, il faut que les gens jouent leur rôle. Chacun joue son rôle. L'employé apprenne à jouer son rôle d'employé, c'est-à-dire de capital qui doit permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs, de tendre vers sa vision et de vivre ses valeurs. Le vécu des valeurs ne peut se faire que par l'employé. Et aujourd'hui, on pense que l'employé doit se comporter comme l'actionnaire principal. C'est lui l'actionnaire principal. S'il n'y a plus d'employés, vous n'avez plus d'entreprise. Maintenant, l'employeur doit comprendre aussi qu'il doit créer les conditions idoines pour que ce capital-là exprime son plein potentiel. Donc, une fois que c'est fait, je pense que cette adéquation est trouvée. Alors, comment mettre en place un système de détection des employés à fort potentiel? Ah oui, bon, ça, qui pourrait garantir la relève. Pour faire simple et gagner du temps, j'allais dire, venez à Bliss, on sait mettre ça en place. Mais plus sérieusement, je voulais dire que c'est important de savoir que l'employeur qui sait pourquoi il emploie des gens doit avoir un socle qui définit où est-ce qu'on est en train d'aller, un organigramme pour y aller, parce que l'entreprise fait une promesse à la société. Si vous fabriquez du pain, comme la boulangerie, vous devez dire aux gens, voilà, je vous promets un pain de qualité avec toutes les formes nécessaires. Ensuite, il va faire un organigramme. Il va faire un organigramme sur la base des processus de fabrication du pain et de commercialisation du pain. Un organigramme, donc, qui va avoir la production du pain et une équipe qui va permettre de commercialiser le pain. Une fois qu'il a fait ça, il y a une équipe financière, il y a une équipe RH et tout ça pour le personnel et faire rentrer l'argent et payer les impôts. Ça donne un organigramme. Et cet organigramme, donc, il doit avoir des fiches de poste pour que chaque poste, le titulaire du poste sache ce qui est attendu de lui. Une fois donc qu'on a mis cela en place, on va y mettre donc un système d'évaluation de la performance, parce que une fois qu'on a fixé les objectifs, ça va dire aux gens, mais écoutez, ben c'est ça, est-ce que tu as fait, est-ce que tu n'as pas fait? Et plus c'est objectif, plus ça crée ce sentiment de contribution, d'importance chez l'employé. Et l'équilibre est trouvé. Donc, on a besoin des professionnels pour ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que il faut aller vers les entreprises. On n'est pas le seul cabinet. Il y a des cabinets qui le font. Il faut aller vers ces cabinets-là pour accompagner les entreprises. Et je pense que la voie sera toute trouvée pour que chaque activité dans laquelle on investit, qu'on puisse avoir un retour sur investissement. Alors, manager une entreprise implique parfois de gérer des différends. Oui. Je parle des différends entre collaborateurs. Tout à fait. D'accord. Comment gérer efficacement les conflits entre collaborateurs? Parce que parfois, c'est très compliqué. Alors, je vais encore dire, tout conflit n'est pas mauvais. D'accord, il faut déjà partir de là. Tout conflit n'est pas mauvais. On a cette phrase, je passe mes examens, j'ai des épreuves. C'est ce qu'on dit à l'école. Oui. Mais qu'est-ce que l'épreuve, si ce n'est nous permettre de passer en classe supérieure? D'accord? Donc, on passe en classe supérieure parce qu'on passe des épreuves. Les épreuves de la vie nous rendent forts parce qu'on y tire des leçons. Nelson Mandela nous le disait, je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Ou j'apprends. D'accord. Donc, il faut qu'on n'ait pas peur du conflit. La première chose. Parce que stigmatiser le conflit, commencer à dire, il faut éviter et tout, fait que parfois on fait la politique de l'autruche. On fait l'évitement. C'est une mauvaise technique. Ça existe. Ozan me dit quelque chose, je m'en fous. Je me dis, je ne parle pas, comme ça je l'évite. Il y a la confrontation. Les gens se mettent, tu vas me sentir passer, etc. C'est une technique qui peut marcher un moment, mais qui ne va pas marcher sur la durée. Okay. Il y a le compromis. On dit, OK, je vais gérer par le compromis. Mais ça ne marche pas tout le temps. Pourquoi? Parce que dans le compromis, on va perdre un peu et gagner un peu. L'autre va perdre un peu et gagner un peu. Et tout ce qu'on a perdu un peu là, un jour va ressurgir. Donc, sur la durée, le compromis n'est pas bon. Il peut nous permettre d'avancer un peu, mais pas avancer très loin. Et puis, il y a s'asseoir et décortiquer le conflit. Donc, c'est ce que moi j'appelle le Interest-Based Relational Resolution. C'est basé sur les intérêts en jeu. Il faut les identifier. Quel est l'intérêt? J'ai découvert, par exemple, que les gens parlent pour répondre, mais pas pour comprendre. Les gens se parlent pour répondre. Donc, j'écoute. Là, vous me posez des questions, je dois répondre. D'accord. Mais l'idée, c'est d'écouter pour comprendre. Et quand on a compris, on peut ensuite régler. Mais si je cherche pas, donc pour moi, si on me disait c'est ça, il faut que les gens apprennent et que le système soit mis en place pour permettre l'écoute. C'est pour ça que j'aime un outil qui permet de résoudre les conflits de manière très efficace, c'est le feedback. Et c'est un outil qu'on met en place dans une organisation. Permettre aux gens de savoir dire aux autres les choses sans violence.
Comment instaurer donc le feedback? Alors le feedback, il y a une méthode qu'on a développée qui est très simple, qui a été développée par le Creative Leadership Center, dont je suis un des étudiants, parce qu'on continue à se former. Et cet outil dit situational d'abord. Quand je veux dire à quelqu'un quelque chose, je lui dis les choses en rappelant la situation. Où est-ce que ça s'est passé? En démontrant le comportement que la personne a eu. C'est-à-dire, Ozan, hier à 14h, lorsqu'on prenait le petit déjeuner, tu as fait ça, tu as dit ça. Donc, de manière très claire, ça doit être quelque chose de démontré. Ce qui veut dire que quand j'ai identifié le comportement, je peux ensuite aller à l'impact. Alors, ce que tu as dit, voilà l'impact que cela a eu. Et c'est là où le danger arrive. C'est que, généralement, on dit l'impact en fonction de nous et en accusant l'autre. Tu m'as fait mal. Au lieu de dire, j'ai ressenti une douleur, j'ai eu mal. Ce n'est pas toi qui m'as fait mal. C'est mon interprétation de la situation qui a fait que je ressens cette douleur. Et je dois maintenant montrer à la personne que c'est à cause de ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Et ensuite, je peux lui suggérer que la prochaine fois que cela va se produire, j'attends de toi ça, ça ou ça. Okay? Alors, si on instaure ce type d'outils, et ça passe par des formations pratiques, que les gens apprennent à le dire. Ça a l'air facile dit comme ça, mais les gens ne savent pas parler de manière non violente. Alors, on est toujours en train de dire, tu as fait ceci, et très vite ça monte. Et le fait qu'on n'écoute pas l'autre, parce que la capacité d'écoute active, voilà. Donc du coup, une conversation qui commence tout doucement explose. Et je voulais dire sans vexer les Camerounais, qu'on est dans un pays où on est quand même assez violent. Ça fait partie de notre culture. Peut-être, on va dire, le Benskino va dire, dis donc, monte là. On voit quelqu'un qui est en train de... Tiens, ramasser la voiture là, dégage ici, etc. Donc, les gens parlent comme ça, et c'est très agressif, c'est violent. Parce que les étrangers, quand ils arrivent, ils en prennent plein la gueule. Après, il faut s'habituer. Donc, on doit travailler cela dans les organisations, apprendre aux gens à être accueillants, joyeux, et à savoir dire des choses de manière non violente, pour que le conflit ne naisse pas un conflit négatif, ne naisse pas. Mais le conflit positif, lui, il est bon. Parce que si vous faites mal quelque chose, je dois quand même vous dire, le feedback va être douloureux, mais il va être efficace pour pouvoir vous permettre de vous améliorer. Parlons de lutte contre la pauvreté. Oui. S'il fallait investir et valoriser le capital humain, vous êtes un spécialiste, quelles seraient vos recommandations? Alors pour moi, la pauvreté, il faut déjà qu'on sache, elle va se ressentir à deux niveaux. Il y a la pauvreté liée à votre situation financière, c'est la valeur économique et tout. Mais il y a plus grave, plus profond, c'est la pauvreté d'esprit. D'esprit, oui. Je pense que la pauvreté économique, le tissu économique, l'État doit faire ce qu'il a à faire, créer des opportunités, mettre des sous. Par exemple, ce qu'on a fait au guichet unique pour encourager l'entrepreneuriat, ou aux entreprises faciliter, trouver dans le même endroit tout ce dont on a besoin par rapport à la fiscalité des douanes, etc. C'est bien. La banque de l'entrepreneuriat qui est créée, c'est bien. Mais encore faudrait-il mettre cela en pratique. Les écoles qui sont créées pour permettre aux jeunes de savoir développer des solutions pour la société, c'est bien. Mais tout cela n'aura aucun effet sans la solution sur le leadership. Et le leadership, la définition que Ken Blanchard donne, que j'ai fait mienne, c'est leadership, ce n'est pas la position que vous occupez. C'est le comportement que vous avez vis-à-vis des gens, sur la durée, et tel que perçu par eux. Le comportement que vous avez vis-à-vis des gens. Le comportement, je viens en retard, et donc j'ai une mentalité de retardataire. Je n'arrive pas à être propre. Vous arrivez quelque part, on bouche le nez, c'est un comportement. Et on va dire que vous êtes sale. On ne dit pas que vous êtes sale parce qu'un jour on vous a vu sale. On dit que vous êtes sale parce que vous avez l'habitude d'avoir ça. Donc comportement sur la durée. Et maintenant, tel que perçu, si vous êtes sale et que la société aime la saleté, ce ne sera pas perçu négativement. D'accord? Donc c'est tel que perçu. Et il faut bien faire attention à cela. Donc je pense que la crise de la lutte contre la pauvreté passe essentiellement par la lutte pour un leadership fort, c'est-à-dire des comportements forts. Et je vais vous faire une confidence. Si j'étais politicien, je ne sais pas demain, et si j'avais un parti politique,
je pense que je serais un vrai dictateur. Ah, ça? Ah oui, parce que ce dont nous avons besoin au Cameroun, c'est de la dictature. Le comportement camerounais aujourd'hui est devenu tellement bas. Et je le dis quand vous arrivez dans un pays comme le Ghana, quand vous arrivez au Rwanda, ça vous fait mal. J'ai une image que j'ai partagée avec plusieurs amis, où on était à Roissy-Charles de Gaulle, en rang, bien discipliné. On faisait nos formalités à l'aéroport. Et puis on arrive à Douala, parce qu'on sous prétexte qu'on est fatigué, on commence à insulter tout le monde. Et j'ai demandé, mais c'est le même Camerounais qui était en rang à l'étranger, qui arrive dans son pays et qui commence à insulter les gens. Le pauvre policier qui est en train de faire son travail, il insulte. C'est pas parce que tout wrong doesn't make it right. C'est pas parce que l'autre t'a insulté que tu insultes. Je dis non, c'est lui qui a commencé. Vous êtes deux, vous avez tort. Donc, il est temps qu'on arrive à remettre les gens dans le droit chemin sur la partie des comportements. Donc, notre pauvreté vient de là. On brûle les feux, on dit ah. Je le dis, à un moment donné, c'est vous qui respectez le feu qui devenait bizarre. Parce que moi, j'ai eu ça en venant. J'étais garé. Le feu ne fonctionne peut-être pas, je ne sais pas. Mais tout le monde se met à passer. Oui. Et vous restez là. À un moment donné, c'est vous qui devenez bizarre. Donc après, vous passez, parce qu'il faut bien passer. Est-ce que le feu ne marchait pas? Est-ce qu'il marchait? Je suis passé là 2 heures avant, le feu marchait. 2 heures après, il ne marchait pas. Quel est le comportement? Celui qui entretient les feux, etc. Donc, notre combat sur la lutte contre la pauvreté, c'est un combat de leadership. Parce que tous les processus qu'on va mettre en place, tant qu'il n'y a pas le bon leadership, vont être détruits. Il y a de beaux immeubles qu'on construit au Cameroun. L'instant d'après, 1 an, 2 ans plus tard, ils sont en désuétude. Parce que le comportement des citoyens n'est pas citoyen. Est-il possible, à votre avis, d'avoir une solide formation au Cameroun, rien qu'en restant au Cameroun? Je pense que je suis un modèle. Je pense que par rapport à ça, et c'est l'une de mes fiertés, je suis un produit de l'université de Douala. Nous sommes la 2e promotion de la faculté des sciences juridiques et politiques. Nous avons eu le privilège, je pense, d'avoir des professeurs comme Méloné, des professeurs comme Roger Gabriel Lep, des professeurs comme, je vais dire, Maurice Kamto, le professeur Ouona, qui ont magnifié la fonction de l'enseignant, qui nous ont donné l'envie, et je pense que j'ai ressenti l'envie de transmettre en regardant ces hommes transmettre. Professeur Roger Gabriel Lep, à son âme, c'est quelqu'un qui venait, qui nous faisait près de 8 heures de cours et on ne prenait pas de pause. Et on n'en ressentait aucune fatigue. Aujourd'hui, je pense que ceux qui m'apprécient en tant que formateur voient ce style-là, de pouvoir enseigner pendant des heures et des heures et que les gens ne se lassent pas. Je pense que oui, il y a de la matière au Cameroun. Nous avons beaucoup d'étrangers qui viennent prendre au Cameroun, apprendre au Cameroun pour aller faire de bonnes choses dans leur pays. Nous devons commencer à valoriser le Made in Cameroun. Nous avons rien à envier à l'étranger. En tant qu'enseignant, je déconseille tout étudiant qui vient me voir. Ils le savent. Monsieur, je voudrais partir en Europe. Je le déconseille. Parce que je pense que quand ils partent en Europe pour se former, ou dans les autres pays africains, ils partent avec la mentalité de le diplôme va nous permettre de faire de bonnes choses. C'est faux. C'est faux et faux et faux. Le diplôme est un prérequis. Quand ils reviennent, est-ce qu'ils trouvent des bons boulots? Ceux qui sont restés, parfois, trouvent des bons boulots. Et ils se font gouverner ou diriger par ces personnes-là. Donc, nous refusons d'aller dans le tissu étatique comme fonctionnaire, parce que c'est celui qui a échoué qui devient fonctionnaire. Celui qui a réussi dans les entreprises privées est une aberration. Mais en réalité, si nous sommes dirigés par ceux qui étaient les derniers de la classe, ne nous plaignons pas du pays que nous avons. Okay? Donc pour moi, je pense que oui, on peut avoir une bonne et solide formation au Cameroun. Je suis expert en ressources humaines aujourd'hui, reconnu par la Chartered Institute of Personnel Development, reconnu par la Society for Human Resources aux États-Unis. Pourquoi j'ai fait toutes mes études ici? Je n'ai voyagé là pour la première fois que parce que mon entreprise, mon employeur m'a envoyé à l'étranger pour aller voir ce qu'on appelle induction, aller voir comment la société se fait, se comporte dans les autres pays, dans les filiales et au siège. Mais mes formations sur le tas ont aidé, etc. Je ne suis pas gestionnaire des ressources humaines à l'école, d'accord? Je suis gestionnaire des ressources humaines parce que j'ai eu pour ambition,
chaque chose que je fais, je le fais avec toute la passion, toute la détermination qu'il faut. Donc oui, on peut avoir de bonnes formations. Et je pense que tout est à faire. Il y a des institutions qui sont en train de naître. Il faut qu'on cesse d'être des commerçants de la formation, qu'on commence à être des transmetteurs du savoir. Comment encadrer ce phénomène de fuite de cerveau? Je pense que tout ce que nous avons dit au début, en créant des opportunités pour les jeunes, plus il y aura ces opportunités-là, plus ces jeunes vont rester. Les étrangers viennent gagner beaucoup d'argent et pour le même poste, quand on prend un local, on donne moins d'argent. Il faut qu'on règle ça. Et les gens vont pouvoir rester parce que tous ceux qui vont à l'étranger souffrent. Ils viennent nous montrer la belle image et tout, mais ils souffrent énormément. Ils ne peuvent pas avoir les loyers que nous avons ici au Cameroun. Donc, c'est créer ces opportunités. Le Cameroun, c'est 475 000 km². Nous sommes beaucoup plus grands que l'Allemagne. D'accord? Et je pense qu'on a des choses à faire. Quand je pars, je vais à Kribi, comme dernièrement j'étais à Kribi, je vois des kilomètres, des hectares et des hectares sans rien. Ça veut dire qu'on doit pouvoir faire des choses. Donc, si on crée ces opportunités-là pour les jeunes, et quand je dis créer, je ne pense pas seulement à l'État, je pense à vous et moi. Tout le monde devrait... Voilà, la maman qui fait les beignets au quartier doit bien les faire et créer des conditions. Et surtout, et là je pense, nous devons gagner en capacité à s'associer. Et ça, c'est notre notre plus grand mal. Il faut qu'on apprenne à s'associer. Mais ce qu'on refuse de faire par volonté, on va le faire par force. On va apprendre à s'associer, je crois. D'accord. Un mot de fin? Je crois en l'Afrique, je crois au Cameroun, et je pense que nous avons un magnifique pays qui va être une des prochaines puissances en Afrique. Et c'est une question de temps. Si des personnes comme vous prennent leur travail à cœur, alors je vais terminer par les 3 P. Nous devons être passionnés par ce que nous faisons. Absolument. Okay? Nous devons persévérer dans ce que nous faisons parce que un jour, ça va monter et enfin, nous devons avoir la patience nécessaire pour voir notre œuvre arriver à manifestation. Merci infiniment pour votre présence. Merci. On a longuement appris. Merci. Bon courage pour la suite. Je vous encourage pour votre émission. C'est une très belle émission. Merci. Et je pense que ça montre des modèles et ça montre que il y a des gens qui font des toutes petites choses et qui ont mis à la lumière. Ça fera tache d'huile et ça permettra aux gens d'y croire à nouveau. Saviez-vous que vous pouvez payer votre billet d'avion Camerco avec MTN Momo? C'est très simple. Contactez le call center Camerco au 233 50 55 00. Communiquez votre nom, la date et l'heure de votre vol, votre adresse email et votre numéro de téléphone. Notez le code de référence qui vous sera communiqué. Effectuez votre paiement par MTN Momo en indiquant la référence obtenue dans le message. Et recevez par mail votre numéro de billet d'avion en confirmation de votre paiement. Bravo et bon voyage! Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une autre édition Vie Divine Africa.